Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, tapis rouge pour Juan Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies à Bangui, en République centrafricaine. Le numéro 1 des Nations Unies est arrivé cette fin d'après-midi. Grosse mobilisation dans les rues de la capitale centrafricaine pour accueillir l'autorité onusienne. La République centrafricaine qui compte beaucoup sur les Nations Unies pour régler la plupart des conflits et retrouver la paix et la stabilité, en attendant l'audience que lui accordera demain le président de la République, Faustin Archange Touadéra. C'est plutôt des moments forts à l'aéroport international de Bangui-Mpoko, mais également dans les rues de Bangui que vous vivrez dans cette édition du journal. Le journal en cette journée consacrée aux Nations Unies qui va interroger également les relations entre le continent africain et l'ONU. Entre-temps, le président Denis Sassou Nguesso se dégage de plus en plus et se présente comme le médiateur incontournable, appelé et sollicité pour la résolution de plusieurs conflits dans le continent africain, en Afrique au sud du Sahara ou au nord. Denis Sassou Nguesso sollicité par l'Union africaine et par l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité de ce médiateur devenu incontournable? Ce sera le focus du 20h. Et puis on parlera également de cet accident qui a fauché la vie à une quinzaine de Camerounais sur la nationale numéro 3, l'axe lourd Douala-Yaoundé hier soir. Le ministre des Transports vient de prendre des mesures conservatoires. 3 mois de suspension de l'agence Générale Express, 12 mois de retrait des permis de conduire pour le chauffeur impliqué dans cet accident de la circulation, même si les organisations de la société civile ont déjà réagi en indiquant que la fermeture totale et définitive de cette société était plutôt la meilleure mesure. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Parlons transport à l'ouverture de ce journal et ces mesures qui viennent d'être prises par le ministre camerounais en charge des transports. Général Express ne va pas fonctionner pendant 3 mois. Le chauffeur impliqué dans l'accident de la circulation voit son permis retiré pour une durée de 12 mois. Entre-temps, tout à l'heure, autour de 18 h, les activités se poursuivaient encore du côté de cette agence logée ici au quartier Van à Yaoundé. Quelques chargements étaient encore enregistrés, y compris les déchargements, comme vous pouvez le voir avec ces images qui viennent juste d'être tournées. Général a repris la route, notamment l'axe lourd Douala-Yaoundé, pour ce bus de 18 h qui était en partance lorsque nous arrivions à cette agence de voyage. Sur place, pas de déclaration, mais plutôt la compagnie dit avoir pris acte des décisions prises par le ministre des Transports et s'engage à les respecter à partir de minuit. 2 décisions importantes, mais déjà contestées par les associations, notamment la Ligue camerounaise des consommateurs, qui indique que la meilleure sanction aurait été la suspension totale et définitive de cette compagnie, déjà impliquée dans plusieurs accidents de la circulation. Et on vous le disait, si le ministre parle d'une quinzaine de morts, hier, le décompte faisait état de 14 victimes, 3 véhicules impliqués dans cet accident de la circulation, les blessés et autres transportés dans les hôpitaux, les morts dans les morgues du côté de Pouma et d'Edea. Jodouin Tep 2 nous en parle. Cette nuit du 23 au 24 octobre restera gravée dans les mémoires de ces accidentés. En l'espace de quelques heures, la nationale numéro 3 Douala-Yaoundé enregistre 3 accidents mortels. Ces accidents, qui se sont tous produits entre Boumiébel et Sombo, ont fait 14 morts et de nombreux blessés. D'après les informations recueillies sur les lieux du drame, le premier accident s'est produit aux alentours de 22 h et aurait été causé par un mauvais dépassement d'un bus de l'agence générale qui est venu finir sa course sur un camion semi-remorque. 2 heures de temps après, et juste à 200 mètres du lieu du premier accident, 2 camions semi-remorques entrent en collision, d'où ce bouchon qui a duré plusieurs heures. Et comme si cela ne suffisait pas, un 3e accident s'est produit à la descente de la colline de Boumiébel. Ici, une voiture de transport en commun, Toyota Hiace, glisse et dérape sur un produit déversé sur la chaussée, bilan 1 mort. Ces 3 accidents mortels viennent nous rappeler la prudence avec laquelle les chauffeurs doivent conduire dans la nuit.
On apprend également concernant ces produits que ce sont des huiles qui auraient été déversées par un autre gros porteur sur l'axe Douala-Yaoundé. Et puis, c'est également une découverte macabre dans la localité de Fou. Vous allez voir ces premières images. C'était très tôt ce matin. Un pompiste en service à l'agence Tradex a été retrouvé mort auprès d'une réserve d'essence de cette compagnie. Il y travaillait. Si les causes véritables de ce décès ne sont pas encore connues, dans la famille et au sein des populations, c'est l'émoi. Les questions se posent. L'agence Tradex a réagi par un petit communiqué diffusé à travers les réseaux sociaux. Nos équipes se sont rendues dans le chef-lieu du département, la Mefou à Famba, pour suivre ces faits. Gaël Njakam. Triste nouvelle pour les populations de Fou en cette matinée du 24 octobre 2017. Il est 10 h lorsque nous arrivons sur les lieux du drame, pris d'assaut par les riverains venus s'enquérir des faits. C'est ici, près de l'une de ces fosses, qu'a été retrouvé le corps sans vie du jeune Cédric, âgé de 28 ans, pompiste à la station Tradex depuis 7 ans. Une disparition qui ne laisse pas les populations indifférentes. Nous sommes arrivés le matin, on nous a dit que notre ami, le pompiste qui nous sert souvent le carburant, est mort. Il est dans le trou. Donc c'est tout ce qu'on nous a dit et nous sommes en train de poser. On se pose les questions que qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'était très choquant. On trouve que le gars était à l'intérieur, bon, il y avait les scellés, tout et tout. La force de l'ordre nous a quand même aidés vraiment, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Selon les membres de la famille du défunt rencontré, le jeune homme était de garde la nuit de lundi à mardi et aurait pris service la veille à 16 h. Ses clients se souviennent encore de ces derniers services rendus. En passant pour aller me faire tresser, j'ai vu le type. C'est mon voisin, il m'a salué, je lui ai dit que bon travail, moi je suis parti. Mais ce matin, on me dit seulement qu'il est mort. Aucune exactitude pour l'instant sur les circonstances de sa mort. Toutefois, une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale déployés sur le terrain. Après examination, la dépouille de Cédric Biaondoa a été conduite par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital de district de Fou, où il repose désormais. Celle-ci a été saisie par les autorités compétentes de cette localité et ne sera remise à la famille qu'après publication des résultats de l'enquête. Le disparu laisse derrière lui une femme enceinte et 3 enfants. Cédric Biaondoa, qui trouve ainsi la mort, était âgé de 28 ans. Un autre fait, c'est cet incendie qui s'est déclenché hier du côté du ministère des Enseignements secondaires. Que s'est-il passé exactement de ce côté? Les réseaux sociaux parlaient d'une meurtre criminelle. Les premiers éléments d'enquête indiquent qu'il s'agit d'un court-circuit. D'ailleurs, l'expertise locale du ministère des Enseignements secondaires et d'autres expertises sont pratiquement d'avis. Un court-circuit, même si dans les services, on attendait encore, pendant que nos équipes étaient sur le terrain, le retour de l'énergie pour fonctionner normalement. Norbert Ebodé. Porte close et bureau désert. Voilà l'ambiance qui règne ce mardi ici au ministère des Enseignements secondaires. Dans la cour du ministère, on dévisse par petits groupes faute de mieux. L'accès dans le bâtiment principal étant interdit jusqu'à l'arrivée des éléments de la police judiciaire et du commissariat central numéro 1. Une fois à l'intérieur, les impacts de l'incendie dans les cages électriques sont visibles et l'odeur carbonisée répandue du 7e au 9e étage renseigne aux visiteurs. Les origines de l'incendie sont tout de suite dévoilées. On pense qu'il y a eu un court-circuit au 9e étage qui a fait, avec la proximité, surchauffer les disjoncteurs dans les boxes de canalisation du circuit électrique. Les disjoncteurs ayant surchauffé ont pris feu. Le feu s'est donc s'est propagé par la gaine de canalisation de câbles jusqu'au 8e. Mais plus de peur que de mal, rien n'a été consumé, nulle part ailleurs au niveau des 3 étages. Je n'ai vu, moi, aucun papier brûlé, aucun bureau n'a brûlé, aucun papier. J'ai bien parlé des gaines qui transportent l'énergie électrique dans le ministère. Les services de maintenance s'affairent néanmoins à rétablir les branchements. Je pense que les services de l'État vont prendre leurs responsabilités et que le travail va commencer le plus tôt possible. Malgré le fait qu'aucun bureau, aucun document de quelque nature que ce soit n'ait été consumé,
La reprise du service au ministère des enseignements secondaires ne sera pas effective avant le rétablissement des branchements électriques. Côté usager, obligé de prendre son mal en patience. Dans ce journal, on vous conduira par exemple à Abidjan pour aller vivre un phénomène nouveau là-bas. On les appelle les microbes. Ce sont les tout petits, âgés d'environ 9 ans. Certains sortent à peine l'adolescence, mais qui sèment la terreur à travers l'utilisation de beaucoup d'autres armes. Mais nous avons en direct de Bangui déjà nos équipes pour nous parler de cette visite du secrétaire général des Nations Unies, le SG des Nations Unies, qui est en ce moment en train de partager le dîner offert par le couple présidentiel après l'arrivée à Bangui Poko, l'aéroport de la capitale centrafricaine. Grosse mobilisation et présence des autorités, notamment le responsable de la MINUSCA, le ministre des Affaires étrangères et le premier ministre centrafricain pour accueillir cet hôte de marque, Perpétue Nganomo. Il est 15 heures, passé de 30 minutes exactement, lorsque le vol de la compagnie Air France, ayant à son bord le secrétaire général des Nations Unies, franchit la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Bangui Poko. Pour accueillir cette hôte de marque, Parfait Anyanga Ananga, chef de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, Charles Armel Douban, le ministre des Affaires étrangères. Au salon d'honneur, le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandji. Après les civilités d'usage, place au tête-à-tête entre la troisième personnalité de la République et le secrétaire général des Nations Unies. Également présent au salon d'honneur de l'aéroport de Bangui Poko, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza. Juste après le tête-à-tête d'une dizaine de minutes, le cortège du secrétaire général des Nations Unies va s'ébranler vers le centre-ville où la mobilisation est extraordinaire. Le programme du secrétaire général des Nations Unies pour cette première journée n'est pas de tout repos. Antonio Guterres est annoncé à la soirée des Nations Unies où il aura l'occasion d'échanger avec le président de la République Faustin Archange Touadéra avant l'audience qui lui sera accordée demain aux premières heures de la matinée. Et on le voit à travers ces premières images, Antonio Guterres était naturellement attendu à Bangui en cette journée consacrée aux Nations Unies, un jour symboliquement important dans ce pays qui accorde beaucoup d'importance aux Nations Unies compte tenu de l'ensemble des conflits et des difficultés rencontrées sur le terrain. À Bangui, c'était mobilisation tous azimuts. Ambroise Awono. C'est pratiquement le tout Bangui qui est sorti souhaiter une chaleureuse bienvenue au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Une mobilisation qui traduit la détermination du peuple centrafricain à converger vers la même direction. Contre toute attente, Antonio Guterres descendra de son cortège et salue la population mobilisée. Moment exceptionnel, comme le témoignent ces clichés. Un geste qui traduit la volonté du numéro 1 de l'ONU à unir le peuple centrafricain qui en a vraiment besoin au regard de tout ce qu'il a traversé. La paix n'a pas de prix. Vous savez, dans ce dernier temps, il y a eu recrudescence de la violence dans le pays. Et vous savez, avec l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies, qui n'est autre que M. Antonio Guterres, la jeunesse et les Centrafricains voulaient sortir massivement aux abords de ces avenues pour l'accueillir. La République centrafricaine est en train progressivement de sortir d'une crise qu'elle a traversée et qui donne l'impression de continuer. Et aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies est au chevet de la République centrafricaine. Les Centrafricains, bien évidemment, dans leur fierté, ne pouvaient pas rester sans rien faire. La visite de travail du patron de l'ONU vient ainsi confirmer la diplomatie qui existe entre la RCA et les Nations Unies. Diplomatie qui se veut durable dans la paix et l'harmonie.
Et très attendu demain, ce tête-à-tête entre Antonio Guterres et le président Faustin Archange Touadéra. Au Congo également, on parle des activités des Nations Unies en cette journée consacrée à cette institution. 100 millions de dollars en 2016 mobilisés par les Nations Unies pour le Congo. C'était une journée pratiquement à la découverte des réalisations de l'ONU au Congo. Sylvestre Messi. À travers différents plans cadres de développement, les Nations Unies accompagnent la République du Congo à intégrer les 17 objectifs de développement durable dans toutes les politiques et projets de développement. Nous coopérons très bien avec le gouvernement et le peuple congolais. Nous avons un plan stratégique qui dicte en fait dans le concret cette coopération. Et nous nous réjouissons vraiment de l'appui, le soutien et cette coopération avec la République du Congo. Pour booster le développement du pays, le système des Nations Unies a engagé des projets évalués à 100 millions de dollars américains au cours de l'année 2016. Et l'organisation compte poursuivre son agenda. Les perspectives sont bonnes, les thématiques dans le cadre sont bonnes, à savoir la gouvernance, les secteurs productifs, les secteurs sociaux. Dans le pays, le soutien des Nations Unies est bien apprécié. Nous avons salué l'implication des Nations Unies dans la compréhension de la situation dans le département du Poul chez nous. Sans les Nations Unies, la question du Poul n'aurait pas fait l'objet aujourd'hui d'une attention aussi bien au niveau de la communauté nationale que de la communauté internationale. Parmi les dizaines d'agences du système des Nations Unies que compte le pays, la FAO, qui célèbre ses 40 ans d'existence au Congo, a été distinguée. Au regard également de la coopération, de la bonne coopération qui existe entre le Congo et la FAO, c'est un ensemble de paramètres qui ont été pris en ligne de compte pour que la FAO aujourd'hui bénéficie de cette distinction. Même si les efforts des Nations Unies pour le maintien de la paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sont à encourager, la question de la réforme de cette organisation reste posée. Nous croyons fermement que l'ONU a vitalement besoin de plus de transparence, de plus de justice, de plus d'équité et de plus de démocratie interne. Le Congo, qui joint sa voix aux autres 192 pays membres des Nations Unies, vient ainsi de réaffirmer son engagement en faveur du multilatéralisme et la coopération avec les agences des Nations Unies. Encore lancé. D'ailleurs, je vous inviterai tout à l'heure à suivre les avis de quelques Africains rencontrés à Yaoundé, ce qu'ils pensent exactement des relations entre l'Afrique et les Nations Unies. Mais avant cela, on reste encore à Brazzaville. Denis Sassou Nguesso se démarque ces dernières années comme un médiateur incontournable, sollicité par l'Union africaine, par les Nations Unies, pour régler quelques conflits, les plus célèbres étant la Libye, la République démocratique du Congo, le Kenya, entre autres. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui Denis Sassou Nguesso incontournable? Pascal Garandiaï. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est ce grand homme d'État, aujourd'hui en Afrique, qui force le respect et l'admiration de ses pairs et de nombreux activistes des prix de paix et de liberté. La paix a toujours été le credo du président de la République du Congo. L'homme d'État congolais s'est toujours employé de tout temps à défendre les idéaux de paix, de dignité et de justice en Afrique et dans le reste du monde. Du haut des grandes tribunes à travers le monde, on l'a toujours vu activement entreprendre des actions d'envergure ou de faire le plaidoyer sur la mobilisation de la communauté internationale à appuyer les efforts que mène son pays, le Congo, en faveur des initiatives propices à un dénouement heureux des différentes crises que connaît le continent africain. On peut citer son combat pour la fin de l'apartheid et la libération de Nelson Mandela en Afrique du Sud, ses efforts pour l'accession à l'indépendance de l'Angola et de la Namibie. C'est ainsi qu'il est devenu médiateur incontournable dans le dénouement des différentes crises en Afrique. Avec le concours de l'Union africaine et le soutien de l'Organisation des Nations Unies, Denis Sassou Nguesso a été l'un des grands artisans de la mise en œuvre de la feuille de route pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. On le voit aujourd'hui s'investir avec détermination à œuvrer en faveur de la paix en Libye, dont il est le président du comité de haut niveau de l'Union africaine, en créant une synergie entre les acteurs impliqués dans la recherche des solutions de sortie de crise. À son actif, la tenue imminente en décembre 2017 à Addis Abeba du dialogue inclusif interlibyen, fruit des efforts consentis
par l'homme d'État congolais. Tout récemment, le Congo, son pays, venait d'abriter, sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine, et sous sa présidence, la 8e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la sous-région, et le 7e sommet ordinaire de la conférence internationale des régions des Grands Lacs. Oui, Denis Sassou Nguesso, ce vaillant fils de l'Afrique, toujours prompt à venir au secours de ses frères, soucieux de la paix et de la stabilité chez les voisins. C'est signé Pascal Ngagandiaï depuis Brazzaville. Vous l'avez vu, certainement tapis rouge pour Antonio Guterres en RCA. 100 millions de dollars de mobilisation en 2016 du côté du Congo. Sauf que les Africains n'applaudissent tous pas lorsqu'on parle des Nations Unies. D'ailleurs, beaucoup parlent des relations ambiguës. Beaucoup parlent également de 2 poids, 2 mesures dans les interventions onusiennes. Michel Cyril Tchungi. Les relations entre l'Organisation des Nations Unies et le continent africain ont pris un coup depuis quelque temps. L'institution est accusée de ne pas remplir ses missions telles que convenues. On rend compte qu'effectivement, l'évolution de ces crises-là est en train de perdurer et ça tarde à trouver des solutions. Donc si on voit par exemple dans la gestion des catastrophes, on voit dans la gestion des crises, on voit dans la gestion même des maladies rares, comme le virus Ebola, on peut se rendre compte à bien des égards que les Nations Unies ont entrepris de faire beaucoup quant à l'assainissement de certaines crises dans le monde entier, mais aujourd'hui, on a encore quelques difficultés par rapport à cela. L'intervention des Nations Unies dans certains pays de l'Afrique contribue également à la détérioration de ces relations. L'intervention humanitaire des Nations Unies sur le continent africain, ici je voudrais convoquer les conflits qui sont en cours sur le continent et d'où l'intervention des casques bleus des Nations Unies, intervention qui est souvent très contestée. Vous vous rappelez de la dernière histoire avec la RCA, de ces actions sexuelles entre les casques bleus des Nations Unies et les populations locales. Vous vous rappelez également que les Nations Unies, dans leurs interventions, ont mis sur pied des tribunaux spéciaux, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Afrique se dit « nous sommes le parent pauvre de ces Nations Unies ». Ce qui fait que l'institution soit parfois accusée d'ingérence. Que non. Il faut quelque peu laisser la souveraineté aux États, mais quand il s'agit d'une crise ou d'une catastrophe, la responsabilité première, elle est internationale, parce qu'il faut apporter du secours, il faut résoudre les conflits, il faut reconstruire les nations. Donc, si on parle de l'ingérence, comment peut-on reconstruire une nation quand on n'en a pas les moyens? Donc, quand les Nations Unies viennent, c'est pour remettre la paix, ce n'est pas pour détruire. L'ONU est regardée d'un mauvais œil par l'Afrique parce que celle-ci ne cesse de revendiquer une place de membre permanent de l'organisation. L'Afrique revendique d'être membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est une bataille permanente quand on sait qu'au niveau du rapport de force, les Africains ont une tendance à vouloir le renverser en estimant qu'à ce jour, depuis au moins 1945, l'Afrique mérite aussi faire partie des 5 membres permanents des Nations Unies, peut-être être le 6e membre. Alors on a des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte ou le Maroc qui peuvent bel et bien postuler à cela. Autant de griefs que l'organisation devrait apporter des solutions pour établir une bonne confiance avec l'Afrique, qui n'est pas un partenaire à négliger. L'ONU qui a un regard également sur le processus électoral au Cameroun, ce processus électoral qui a enregistré une nouvelle page aujourd'hui avec la déclaration de candidature d'Olivier Billet, le président de l'Union pour la fraternité, candidat à la présidentielle camerounaise de 2018. Ce jour également est consacré à la découverte des listes provisoires du côté des bureaux d'Elections Cameroun en attendant les différentes modifications. Mais une élection, c'est également les observateurs. Une 50aine viennent d'être formés du côté de Douala. Les parchemins ont été remis. Les organisateurs de cette initiative pensent qu'une belle élection devrait également passer par une bonne qualité de l'observation. Maria Ligui. Le moment du scrutin présidentiel prévu en 2018, c'est l'objectif visé par l'organisation non gouvernementale Nouvelle Perspective à travers une série de formations des observateurs électoraux lancées il y a quelques jours dans la capitale économique. Nous avons donc prévu dans le littoral de former 1500 observateurs aux droits de l'homme et des élections d'ici 2018. Et nous avons déjà sensibilisé près de 500 personnes. Et la première formation qui commence aujourd'hui va de 50 à 50. Donc aujourd'hui, nous allons former 50 personnes. Et d'ici fin du mois, fin octobre, nous allons encore
former une vague de 50 également. Avec l'appui de l'Union européenne et de plusieurs partenaires internationaux, 14 modules de formation ont été enseignés pendant 4 jours aux participants sous l'œil vigilant de l'Action Cameroun. Nous pensons que de telles initiatives vont nous permettre d'avoir des acteurs et des intervenants qui sont véritablement aptes à bien analyser le processus et lorsqu'ils en parlent, qu'ils en parlent en véritable connaissance de quoi il s'agit. En guise d'évaluation pratique, une simulation d'élection a été organisée avec des résultats satisfaisants. La satisfaction est totale au regard du nombre de participants, au regard de l'assiduité, du taux d'assiduité à ce séminaire, au regard de la qualité des notes produites au cours des 2 évaluations qui ont ponctué cette formation. J'ai suivi une formation normalement. Je dois aller former d'autres confrères qui sont à côté de moi. En Europe, il y a la base, le siège, c'est Paris. Ensuite, il y a l'Espagne, l'Italie et la Suisse. L'ONG Nouvelle Perspective entend poursuivre ses formations sur l'ensemble du territoire camerounais pour une élection stable et crédible en 2018. On vous annonçait une découverte pas comme les autres, on les appelle les microbes. Ils sont aussi nuisibles que ces microbes, tout petits parce que jeunes, mais dangereux parce qu'utilisant des armes et semant la terreur à Abidjan. Les microbes à Abidjan, malgré les mesures prises par les autorités, continuent toujours à aller dans le sens de cette psychose. Marceline Toussier. En fait, il ne s'agit pas des microbes tels que les scientifiques les qualifient. Il s'agit plutôt du surnom donné à cette bande de jeunes malfrats âgés de 9 à 21 ans. Les autorités ivoiriennes ont pourtant lancé leur opération baptisée Pervis 3, mais le gros oiseau n'arrive pas à picorer totalement ces petits animaux. Résultat, les forfaits continuent et les populations de la capitale ivoirienne vivent dans la psychose. Ils sament de machettes, de couteaux et de bas de fer pour lyncher et égorger leurs victimes. Leur méthode d'agression repose essentiellement sur la ruse. Ils mirent des scènes de bagarre pour attirer le maximum de personnes. Ils opèrent en bande de 10, rarement seuls, à visage découvert, de jour comme de nuit, et trouvent leur inspiration dans la consommation des stupéfiants. Le mobile des microbes est le vol d'argent, de téléphones et de sacs à main. L'histoire des enfants lynchés et égorgés le mois dernier par les microbes à Yopougon, quartier populaire d'Abidjan, a particulièrement scandalisé l'opinion. Rappelons par ailleurs que le phénomène des microbes remonte à la crise des années 2000 en Côte d'Ivoire. La délinquance, la déscolarisation, la destruction de la cellule familiale et l'influence négative des programmes télévisuels constituent les principales causes de ce phénomène. Le phénomène des microbes du côté d'Abidjan. C'est un casse-tête pour la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. Des zones non constructibles sont occupées avec des dangers. On a connu des cas d'inondation, mais également des éboulements. Comment régler ce problème? Des équipes sont descendues sur le terrain pour mener la sensibilisation et découvrir quelle est l'ampleur de ce mal, l'occupation de ces zones non constructibles. Curieusement, certains de ces occupants sont bien détenteurs des titres de bâtir. Mélanie Bibanga. On ne peut pas les construire dans le marécage, c'est impossible. Donc si quelqu'un s'engage à les rembler, c'est son problème là-bas. C'est son problème. Éclat de voix ce jour à Simbok. Nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Le chef du quartier devait au moins donner les convocations aux gens du village pour les faire comprendre qu'il y a la mairie qui va descendre sur le terrain. Tel jour ou tel jour, tout le monde doit être là. Je pense que c'est ça. En effet, la mairie de Yaoundé 6e a décidé de mettre un terme à l'occupation anarchique des marécages, cause de nombreuses catastrophes dans sa circonscription. L'opération lancée ce jour entre donc dans le cadre de la sensibilisation. Il était idoine d'initier cette descente, d'abord pour recenser les zones à risque dans notre arrondissement, notamment les zones marécageuses. C'est pour ça que nous avons pensé que pour prévenir les risques, vous savez que Yaoundé 6 a été sujet à un sérieux problème il y a 2 ou 3 semaines où des gens ont perdu leur vie. Et nous avons pensé, nous à la mairie, anticiper sur ces problèmes
prévention des risques et des catastrophes. Le constat que nous avons fait, il est malheureux, vous l'avez fait avec nous également. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Nous allons nous déployer pour non seulement sensibiliser les populations qui prennent le risque d'aller investir dans des zones dangereuses, par une approche qui d'abord pédagogique. L'administration est claire et ferme. L'occupation des marécages relève de l'illégalité. Les terres ont été classées en plusieurs catégories. Et ici, nous sommes dans le domaine public marécageux. Ce qu'on appelle vulgairement les marécages. Et ce sont des zones interdites de toute occupation, des zones interdites de toute cession. Cependant, certains habitants disent détenir les titres fonciers. Ces autochtones vont aller vivre où? Dis-moi un peu. Quand l'État en matin vont nous dire qu'ils vont venir exploiter cela, nous, on va aller vivre où? J'ai vérifié, tu ne savais pas le permis qu'on parle ici à Bonamoussad. Avec ou sans titre foncier, la vie dans le marécage est un calvaire. Pendant la période des pluies, vraiment, on a d'énormes problèmes dans la cité parce que l'eau est presque partout. Les rigoles, il y a des inondations. Ça fait que l'eau entre dans les chambres. On y peut rien, on n'a pas d'autre solution. On va se chercher ailleurs. C'est une véritable équipe de guerre qui est sortie ce 24 octobre pour siffler la fin du désordre urbain dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Je vous amène maintenant dans la ville de Kribi pour vivre les activités dans ce qu'on appelle là-bas les débarcadères. Le poisson est frais, disponible, un peu coûteux. Les pêcheurs s'activent au quotidien pour ravitailler ces points de vente qui attirent les populations et les touristes avec des petites histoires qui expliquent le comment et le pourquoi de cette difficile quand même activité. Florent Zanga était à Kribi. Bienvenue à Kribi, ville balnéaire, véritable pôle d'attraction côtier dans le sud Cameroun où l'on peut tutoyer les vagues. Ici, la pêche est la principale source de revenus des populations locales qui, quelquefois, vont à des kilomètres en pleine mer pêcher du poisson à l'aide de filets, de glacières ou de vieux congélateurs pleins de glaçons. Ça dépend de la météo, donc le niveau d'eau. On peut aller à 5 km. On peut partir lundi pour rentrer mercredi et dans ma mer. Retour, parfois après plusieurs jours en mer. Pas besoin d'aller dans la ville pour écouler ses produits de pêche. Les variétés de poissons seules attirent et surprennent clients et touristes. J'apprécie beaucoup la gastronomie camerounaise, notamment une grande variété de poissons. Et donc c'est pour ça que je me suis arrêté avec mon ami qui vient d'arriver de France pour lui montrer un peu quelques espèces de poissons qu'on trouve. Je viens d'arriver au Cameroun, donc je suis charmé par Kribi et j'ai hâte de goûter le poisson tout à l'heure. Le débarcadère, c'est ici qu'ils écoulent leurs produits. On a le brochet, on a les requins, on a les bars, on a les docteurs, on a les bifaka, on a les lolo, on a les méo, on a les manjanga. Les variétés de poissons, de crabes, de crustacés sont arrachées par des clients qui ignorent le coût élevé du poisson malgré la proximité de cette étendue d'eau salée justifiée par les difficultés qu'éprouvent les pêcheurs. Les pêcheurs se débrouillent avec les petites pirogues à moteur. Et ça leur prend du temps, c'est pour cela que le poisson est cher. Et ça dépend aussi des saisons. Sur la rive, mais pourtant cher, le marché au débarcadère a développé d'autres petits métiers qui nourrissent les populations locales. Petits commerces, bars, restaurants, vente de seaux, écailleurs de poissons et vendeurs de poissons fumés. On a passé des bénéfices. Tu peux acheter le poisson de 10 000. Tu as 2 000 francs de bénéfices. On peut avoir, ça dépend, 10 000, 15 000 par jour. C'est un peu de nos familles aussi. Comme chez les vendeurs de poissons, les prix chez les écailleurs se discutent au gré à gré. Si on demande à un client de donner peut-être 500, il voit que le travail n'est pas bien fait. Il donne 200, 300. Généralement, ceci est fait pour des clients prêts à partir. Mais ils éprouvent parfois un plaisir à consommer sur place des produits frais de la mer. La technique pour manger le crabe, comme vous voyez là-bas, chez les Occidentaux, ils ont certains instruments qui les permettent de casser la coquille, puisque la chair est à l'intérieur. Bon, nous aussi, nous utilisons les dents. Des appétits qui attirent de nombreux touristes et même des locaux au débarcadère, loin de la terre ferme, mais davantage proche du vent chaud marin, même à des coûts élevés.
La pêche là-bas est pratiquement sportive et le sport, vous l'aurez tout à l'heure à 21 h dans le cadre du programme Planète Sport que présentera Francis Bonga. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette édition. Très bonne soirée à tous. Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. À la une de cette édition, tapis rouge pour Juan Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies à Bangui, en République centrafricaine. Le numéro 1 des Nations Unies est arrivé cette fin d'après-midi. Grosse mobilisation dans les rues de la capitale centrafricaine pour accueillir l'autorité onusienne. La République centrafricaine qui compte beaucoup sur les Nations Unies pour régler la plupart des conflits et retrouver la paix et la stabilité, en attendant l'audience que lui accordera demain le président de la République, Faustin Archange Touadéra. C'est plutôt des moments forts à l'aéroport international de Bangui Mpoko, mais également dans les rues de Bangui que vous vivrez dans cette édition du journal. Le journal en cette journée consacrée aux Nations Unies qui va interroger également les relations entre le continent africain et l'ONU. Entre-temps, le président Denis Sassou Nguesso se dégage de plus en plus et se présente comme le médiateur incontournable, appelé et sollicité pour la résolution de plusieurs conflits dans le continent africain, en Afrique au sud du Sahara ou au nord. Denis Sassou Nguesso sollicité par l'Union africaine et par l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité de ce médiateur devenu incontournable? Ce sera le focus du 20 h. Et puis on parlera également de cet accident qui a fauché la vie à une quinzaine de Camerounais sur la nationale numéro 3 à l'axe lourd Douala-Yaoundé hier soir. Le ministre des Transports vient de prendre des mesures conservatoires. 3 mois de suspension de l'agence Générale Express, 12 mois de retrait des permis de conduire pour le chauffeur impliqué dans cet accident de la circulation, même si les organisations de la société civile ont déjà réagi en indiquant que la fermeture totale et définitive de cette société était plutôt la meilleure mesure. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine du 20 h. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Parlons transport à l'ouverture de ce journal et ces mesures qui viennent d'être prises par le ministre camerounais en charge des transports. Général Express ne va pas fonctionner pendant 3 mois. Le chauffeur impliqué dans l'accident de la circulation voit son permis retiré pour une durée de 12 mois. Entre-temps, tout à l'heure, autour de 18 h, les activités se poursuivaient encore du côté de cette agence logée ici au quartier Van à Yaoundé. Quelques chargements étaient encore enregistrés, y compris les déchargements, comme vous pouvez le voir avec ces images qui viennent juste d'être tournées. Général a repris la route, notamment l'axe lourd Douala-Yaoundé, pour ce bus de 18 h qui était en partance lorsque nous arrivions à cette agence de voyage. Sur place, pas de déclaration, mais plutôt la compagnie dit avoir pris acte des décisions prises par le ministre des Transports et s'engage à les respecter à partir de minuit. 2 décisions importantes, mais déjà contestée par les associations, notamment la Ligue camerounaise des consommateurs, qui indique que la meilleure sanction aurait été la suspension totale et définitive de cette compagnie déjà impliquée dans plusieurs accidents de la circulation. Et on vous le disait, si le ministre parle d'une quinzaine de morts, hier, le décompte faisait état de 14 victimes, 3 véhicules impliqués dans cet accident de la circulation, les blessés et autres transportés dans les hôpitaux, les morts dans les morgues du côté de Pouma et d'Edea. Jodlin Tep 2 nous en parle. Cette nuit du 23 au 24 octobre restera gravée dans les mémoires de ces accidentés. En l'espace de quelques heures, la nationale numéro 3 Douala-Yaoundé enregistre 3 accidents mortels. Ces accidents, qui se sont tous produits entre Boumiébel et Sombo, ont fait 14 morts et de nombreux blessés. D'après les informations recueillies sur les lieux du drame, le premier accident s'est produit aux alentours de 22 h et aurait été causé par un mauvais dépassement d'un bus de l'agence Générale qui est venu finir sa course sur un camion semi-remorque. 2 heures de temps après, et juste à 200 mètres du lieu du premier accident, 2 camions semi-remorques en du circuit électrique.
Les disjoncteurs ayant surchauffé ont pris feu. Le feu s'est donc s'est propagé par la gaine de canalisation des câbles jusqu'au 8e. Mais plus de peur que de mal, rien n'a été consumé nulle part ailleurs au niveau des 3 étages. Je n'ai vu, moi, aucun papier brûlé, aucun bureau n'a brûlé, aucun papier. J'ai bien parlé des gaines qui transportent l'énergie électrique dans le ministère. Les services de maintenance s'affairent néanmoins à rétablir les branchements. Je pense que les services de l'État vont prendre leurs responsabilités et que le travail va commencer le plus tôt possible. Malgré le fait qu'aucun bureau, aucun document de quelque nature que ce soit n'ait été consumé, la reprise du service au ministère des enseignements secondaires ne sera pas effective avant le rétablissement des branchements électriques. Côté usager, obligé de prendre son mal en patience. Dans ce journal, on vous conduira par exemple à Abidjan pour aller vivre un phénomène nouveau là-bas. On les appelle les microbes. Ce sont les tout petits, âgés d'environ 9 ans. Certains sortent à peine l'adolescence, mais qui sèment la terreur à travers l'utilisation de beaucoup d'autres armes. Mais nous avons en direct de Bangui déjà nos équipes pour nous parler de cette visite du secrétaire général des Nations Unies, le SG des Nations Unies, qui est en ce moment en train de partager le dîner offert par le couple présidentiel après l'arrivée à Bangui Poko, l'aéroport de la capitale centrafricaine. Grosse mobilisation et présence des autorités, notamment le responsable de la MINUSCA, le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre centrafricain pour accueillir cet hôte de marque, Perpétuel Nganomo. Il est 15 heures, passé de 30 minutes exactement, lorsque le vol de la compagnie Air France, ayant à son bord le secrétaire général des Nations Unies, franchit la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Bangui Poko. Pour accueillir cette hôte de marque, Parfait Anyanga Ananga, chef de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, Charles Armel Douban, le ministre des Affaires étrangères. Au salon d'honneur, le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandji. Après les civilités d'usage, place au tête-à-tête entre la 3e personnalité de la République et le secrétaire général des Nations Unies. Également présent au salon d'honneur de l'aéroport de Bangui Poko, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza. Juste après le tête-à-tête d'une dizaine de minutes, le cortège du secrétaire général des Nations Unies va s'ébranler vers le centre-ville où la mobilisation est extraordinaire. Le programme du secrétaire général des Nations Unies pour cette première journée n'est pas de tout repos. Antonio Guterres est annoncé à la soirée des Nations Unies où il aura l'occasion d'échanger avec le président de la République Faustin-Archange Touadéra avant l'audience qui lui sera accordée demain aux premières heures de la matinée. Et on le voit à travers ces premières images, Antonio Guterres était naturellement attendu à Bangui en cette journée consacrée aux Nations Unies, un jour symboliquement important dans ce pays qui accorde beaucoup d'importance aux Nations Unies compte tenu de l'ensemble des conflits et des difficultés rencontrées sur le terrain. À Bangui, c'était mobilisation tous azimuts. Ambroise Awono. C'est pratiquement le tout Bangui qui est sorti souhaiter une chaleureuse bienvenue au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Une mobilisation qui traduit la détermination du peuple centrafricain à converger vers la même direction. Contre toute attente, Antonio Guterres descendra de son cortège et salue la population mobilisée. Moment exceptionnel, comme le témoignent ces clichés. En collision, d'où ce bouchon qui a duré plusieurs heures. Et comme si cela ne suffisait pas, un troisième accident s'est produit à la descente de la colline de Boumiébel. Ici, une voiture de transport en commun, Toyota Ias, glisse et dérape sur un produit déversé sur la chaussée, bilan 1 mort. Ces 3 accidents mortels viennent nous rappeler la prudence avec laquelle les chauffeurs doivent conduire dans la nuit.
On apprend également concernant ces produits que ce sont des huiles qui auraient été déversées par un autre gros porteur sur l'axe Douala-Yaoundé. Et puis, c'est également une découverte macabre dans la localité de Fou. Vous allez voir ces premières images. C'était très tôt ce matin. Un pompiste en service à l'agence Tradex a été retrouvé mort auprès d'une réserve d'essence de cette compagnie. Il y travaillait. Si les causes véritables de ce décès ne sont pas encore connues, dans la famille et au sein des populations, c'est l'émoi. Les questions se posent. L'agence Tradex a réagi par un petit communiqué diffusé à travers les réseaux sociaux. Nos équipes se sont rendues dans le chef-lieu du département à la Mefou-Afamba pour suivre ces faits. Gaël Njakam. Triste nouvelle pour les populations de Fou en cette matinée du 24 octobre 2017. Il est 10 heures lorsque nous arrivons sur les lieux du drame, pris d'assaut par les riverains venus s'enquérir des faits. C'est ici, près de l'une de ces fosses, qu'a été retrouvé le corps sans vie du jeune Cédric, âgé de 28 ans, pompiste à la station Tradex depuis 7 ans. Une disparition qui ne laisse pas les populations indifférentes. Nous sommes arrivés le matin, on nous a dit que notre ami, le pompiste qui nous sert souvent le carburant, est mort. Il est dans le trou. Donc c'est tout ce qu'on nous a dit et nous sommes en train de poser. On se pose les questions que qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'était très choquant. On trouve que le gars était à l'intérieur, bon, il y avait les scellés, tout et tout. La force de l'ordre nous a quand même aidé vraiment, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Selon les membres de la famille du défunt rencontré, le jeune homme était de garde la nuit de lundi à mardi et aurait pris service la veille à 16 h. Ses clients se souviennent encore de ces derniers services rendus. En passant pour aller me faire tresser, j'ai vu le type. C'est mon voisin. Il m'a salué. Je lui ai dit que bon travail. Moi, je suis parti. Mais ce matin, on me dit seulement qu'il est mort. Aucune exactitude pour l'instant sur les circonstances de sa mort. Toutefois, une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale déployés sur le terrain. Après examination, la dépouille de Cédric Biaondoa a été conduite par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital de district de Fou, où il repose désormais. Celle-ci a été saisie par les autorités compétentes de cette localité et ne sera remise à la famille qu'après publication des résultats de l'enquête. Le disparu laisse derrière lui une femme enceinte et 3 enfants. Cédric Biaondoa, qui trouve ainsi la mort, était âgé de 28 ans. Un autre fait, c'est cet incendie qui s'est déclenché hier du côté du ministère des Enseignements secondaires. Que s'est-il passé exactement de ce côté? Les réseaux sociaux parlaient d'une meurtre criminelle. Les premiers éléments d'enquête indiquent qu'il s'agit d'un court-circuit. D'ailleurs, l'expertise locale du ministère des Enseignements secondaires et d'autres expertises sont pratiquement d'avis un court-circuit, même si dans les services, on attendait encore, pendant que nos équipes étaient sur le terrain, le retour de l'énergie pour fonctionner normalement. Norbert Ebodé. Porte close et bureau désert. Voilà l'ambiance qui règne ce mardi ici au ministère des Enseignements secondaires. Dans la cour du ministère, on dévisse par petits groupes faute de mieux. L'accès dans le bâtiment principal étant interdit jusqu'à l'arrivée des éléments de la police judiciaire et du commissariat central numéro 1. Une fois à l'intérieur, les impacts de l'incendie dans les cages électriques sont visibles et l'odeur carbonisée répandue du 7e au 9e étage renseigne aux visiteurs. Les origines de l'incendie sont tout de suite dévoilées. On pense qu'il y a eu un court-circuit au 9e étage qui a fait, avec la proximité, surchauffer les disjoncteurs dans les box de canalisation. Un geste qui traduit la volonté du numéro 1 de l'ONU à unir le peuple centrafricain qui en a vraiment besoin au regard de tout ce qu'il a traversé. La paix n'a pas de prix. Vous savez, dans ce dernier temps, il y a eu recrudescence de la violence dans le pays. Et vous savez, avec l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies, qui n'est autre que M. Antonio Guterres, la jeunesse et les Centrafricains voulaient sortir massivement aux abords de ces avenues pour l'accueillir. La République centrafricaine est en train progressivement de sortir d'une crise qu'elle a traversée et qui donne l'impression de continuer. Et aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies est au chevet de la République centrafricaine. Les Centrafricains, bien évidemment, dans leur fierté, ne pouvaient pas rester sans rien faire.
La visite de travail du patron de l'ONU vient ainsi confirmer la diplomatie qui existe entre la RCA et les Nations Unies. Diplomatie qui se veut durable dans la paix et l'harmonie. Et très attendu demain, ce tête-à-tête entre Antonio Guterres et le président Faustin Archange Touadéra. Au Congo également, on parle des activités des Nations Unies en cette journée consacrée à cette institution. 100 millions de dollars en 2016 mobilisés par les Nations Unies pour le Congo. C'était une journée pratiquement à la découverte des réalisations de l'ONU au Congo. Sylvestre Messi. À travers différents plans cadres de développement, les Nations Unies accompagnent la République du Congo à intégrer les 17 objectifs de développement durable dans toutes les politiques et projets de développement. Nous coopérons très bien avec le gouvernement et le peuple congolais. Nous avons un plan stratégique qui dicte en fait dans le concret cette coopération. Et nous nous réjouissons vraiment de l'appui, le soutien et cette coopération avec la République du Congo. Pour booster le développement du pays, le système des Nations Unies a engagé des projets évalués à 100 millions de dollars américains au cours de l'année 2016. Et l'organisation compte poursuivre son agenda. Les perspectives sont bonnes, les thématiques dans le cadre sont bonnes, à savoir la gouvernance, les secteurs productifs, les secteurs sociaux. Dans le pays, le soutien des Nations Unies est bien apprécié. Nous avons salué l'implication des Nations Unies dans la compréhension de la situation dans le département du Poul chez nous. Sans les Nations Unies, la question du Poul n'aurait pas fait l'objet aujourd'hui d'une attention aussi bien au niveau de la communauté nationale que de la communauté internationale. Parmi les dizaines d'agences du système des Nations Unies que compte le pays, la FAO, qui célèbre ses 40 ans d'existence au Congo, a été distinguée. Au regard également de la coopération, de la bonne coopération qui existe entre le Congo et la FAO, c'est un ensemble de paramètres qui ont été pris en ligne de compte pour que la FAO aujourd'hui bénéficie de cette distinction. Même si les efforts des Nations Unies pour le maintien de la paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sont à encourager, la question de la réforme de cette organisation reste posée. Nous croyons fermement que l'ONU a vitalement besoin de plus de transparence, de plus de justice, de plus d'équité et de plus de démocratie interne. Le Congo, qui joint sa voix aux autres 192 pays membres des Nations Unies, vient ainsi de réaffirmer son engagement en faveur du multilatéralisme et la coopération avec les agences des Nations Unies. Encore lancé. D'ailleurs, je vous inviterai tout à l'heure à suivre les avis de quelques Africains rencontrés à Yaoundé, ce qu'ils pensent exactement des relations entre l'Afrique et les Nations Unies. Mais avant cela, on reste encore à Brazzaville. Denis Sassou Nguesso se démarque ces dernières années comme un médiateur incontournable, sollicité par l'Union africaine, par les Nations Unies, pour régler quelques conflits, les plus célèbres étant la Libye, la République démocratique du Congo, le Kenya, entre autres. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui Denis Sassou Nguesso incontournable? Pascal Garandiaï. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est ce grand homme d'État, aujourd'hui en Afrique, qui force le respect et l'admiration de ses pairs et de nombreux activistes des prix de paix et de liberté. La paix a toujours été le credo du président de la République du Congo. L'homme d'État congolais s'est toujours employé de tout temps à défendre les idéaux de paix, de dignité et de justice en Afrique et dans le reste du monde. Du haut des grandes tribunes à travers le monde, on l'a toujours vu activement entreprendre des actions d'envergure ou de faire le plaidoyer sur la mobilisation de la communauté internationale à appuyer les efforts que mène son pays, le Congo, en faveur des initiatives propices à un dénouement heureux des différentes crises que connaît le continent africain. On peut citer son combat pour la fin de l'apartheid et la libération de Nelson Mandela en Afrique du Sud, ses efforts pour l'accession à l'indépendance de l'Angola et de la Namibie. C'est ainsi qu'il est devenu médiateur incontournable dans les dénouements des différentes crises en Afrique. Avec le concours de l'Union africaine et le soutien de l'Organisation des Nations Unies, Denis Sassou Nguesso a été l'un des grands artisans de la mise en œuvre de la feuille de route pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. On le voit aujourd'hui s'investir avec détermination à œuvrer en faveur de la paix en Libye, dont il est le président du comité de haut niveau de l'Union africaine, en créant une synergie entre les acteurs impliqués dans la recherche des solutions de sortie de crise.
À son actif, la tenue imminente en décembre 2017 à Addis Abeba du dialogue inclusif interlibyen, fruit des efforts consentis par l'homme d'État congolais. Tout récemment, le Congo, son pays, venait d'abriter, sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine, et sous sa présidence, la 8e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la sous-région, et le 7e sommet ordinaire de la conférence internationale des régions des Grands Lacs. Oui, Denis Sassou Nguesso, ce vaillant fils de l'Afrique, toujours prompt à venir au secours de ses frères, soucieux de la paix et de la stabilité chez les voisins. C'est signé Pascal Ngangandiaï depuis Brazzaville. Vous l'avez vu, certainement tapis rouge pour Antonio Guterres en RCA. 100 millions de dollars de mobilisation en 2016 du côté du Congo. Sauf que les Africains n'applaudissent tous pas lorsqu'on parle des Nations Unies. D'ailleurs, beaucoup parlent des relations ambiguës. Beaucoup parlent également de 2 poids, 2 mesures dans les interventions onusiennes. Michel Sirel-Tchoungui. Les relations entre l'Organisation des Nations Unies et le continent africain ont pris un coup depuis quelque temps. L'institution est accusée de ne pas remplir ses missions telles que convenues. On rend compte qu'effectivement, l'évolution de ces crises-là est en train de perdurer et ça tarde à trouver des solutions. Donc si on voit par exemple dans la gestion des catastrophes, on voit dans la gestion des crises, on voit dans la gestion même des maladies rares, comme le virus Ebola, on peut se rendre compte à bien des égards que les Nations Unies ont entrepris de faire beaucoup quant à l'assainissement de certaines crises dans le monde entier, mais aujourd'hui, on a encore quelques difficultés par rapport à cela. L'intervention des Nations Unies dans certains pays de l'Afrique contribue également à la détérioration de ces relations. L'intervention humanitaire des Nations Unies sur le continent africain, ici je voudrais convoquer les conflits qui sont en cours sur le continent et d'où l'intervention des casques bleus des Nations Unies, intervention qui est souvent très contestée. Vous vous rappelez de la dernière histoire avec la RCA, de ces actions sexuelles entre les casques bleus des Nations Unies et les populations locales. Vous vous rappelez également que les Nations Unies, dans leurs interventions, ont mis sur pied des tribunaux spéciaux, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Afrique se dit « nous sommes le parent pauvre des Nations Unies ». Ce qui fait que l'institution soit parfois accusée d'ingérence. Non. Il faut quelque peu laisser la souveraineté aux États, mais quand il s'agit d'une crise ou d'une catastrophe, la responsabilité première, elle est internationale, parce qu'il faut apporter du secours, il faut résoudre les conflits, il faut reconstruire les nations. Donc, si on parle de l'ingérence, comment peut-on reconstruire une nation quand on n'en a pas les moyens ? Donc, quand les Nations Unies viennent, c'est pour remettre la paix, ce n'est pas pour détruire. L'ONU est regardée d'un mauvais œil par l'Afrique parce que celle-ci ne cesse de revendiquer une place de membre permanent de l'organisation. L'Afrique revendique d'être membre